Bonjour à tous. Donc moi je suis Romain, je suis développeur. Alors je suis un peu data ingénieur aussi sur les bords. Euh, voilà, et je suis à Xebia depuis maintenant 2 ans et je dev depuis 4 ans. Et j'ai des idées un peu bizarres, notamment mettre des notebooks pour faire du monitoring. Donc on va parler de monitoring, mais alors peut-être pas du genre de monitoring où on a l'habitude de voir, qui serait plutôt de suivre en temps réel les performances de nos applications. On va parler d'un monitoring légèrement différent, puisqu'il s'agit de monitorer une application de machine learning, en l'occurrence les performances d'un modèle de machine learning. Donc, qu'est-ce qu'on va monitorer et pourquoi on va le monitorer? En fait, l'histoire, c'est que tous les matins, on se réunit avec l'équipe et on regarde les performances de notre job de machine learning de la veille, puisque notre job va prédire combien on a fait de ventes la veille, enfin combien on a fait de ventes, et donc on regarde les données de la veille pour comparer ce que lui il avait prédit et ce qui s'est effectivement passé. Et on fait ça tous les matins. Donc ce qu'on va regarder, c'est juste l'erreur moyenne, donc combien de ventes s'est trompé notre modèle. On a des données qui sont un peu partout, puisque forcément on fait du machine learning, donc en fait les prédictions qu'il va générer à l'avance, il les génère directement dans du HDFS. On a aussi des données qui sont métiers, donc qui sont chaque ligne de vente qui sont effectivement faites, qui vont être stockées dans du Cassandra. Et aussi on a une petite base SQL qui se trimballe quelque part pour faire des jointures sur des tables et avoir des codes métiers qui sont transformés en labels plus facile à lire pour un utilisateur, on va dire. Euh, donc, qui c'est qui va se servir de ça? Ça va être nous, les développeurs, comme j'ai dit. Donc, le job de machine learning qu'on fait, c'est pas un produit fini encore, il n'est pas parfait, on l'améliore constamment, et donc c'est pour ça qu'on suit notamment ses perfs. Mais aussi, les métiers vont regarder ses performances avec nous pour vérifier que, avoir les prédictions, puisque eux, c'est surtout ce qui va les intéresser, et aussi pour voir si effectivement ils peuvent nous faire confiance ou pas. Donc voilà, ça c'est le contexte global. Alors c'est un peu un use case entre guillemets fictif. C'est largement inspiré de ce que j'ai fait dans ma mission à WSNCF, dont il y a eu un Rex plutôt dans la journée. Donc si vous voulez aller voir de quoi je parle, vous pouvez aller revoir leur Rex à eux pour voir c'est quoi le use case général. Et là j'ai un peu embelli les choses en rajoutant un petit peu de complexité pour vous montrer la puissance de Zeppelin. Donc là c'est tout ce qu'on veut monitorer. Donc la première chose qu'on a pensé, c'est dire, en fait, on monitore un job de machine learning. Les data scientists, eux, ce qu'ils connaissent surtout, c'est l'utilisation de Jupyter. Donc pourquoi ne pas utiliser Jupyter? C'est une très bonne question. Donc d'ailleurs, la V1 de ce qu'on a fait, c'était ça utilisait Jupyter. Et il y avait certaines limitations où on s'est dit que en fait, si on veut aller vers un truc plus industrialisé, c'est peut-être pas la bonne solution. Déjà, sur Jupyter, on ne va pas pouvoir cacher le code. C'est-à-dire que Jupyter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une interface web dans laquelle on peut développer, il y a des petites cellules, ça s'appelle, et on lance les exécutions de chaque cellule et ça nous renvoie le résultat. Avec ça, on peut aussi plugger des librairies de plotting de type Matplotlib qui vont nous sortir des graphes plus jolis. Nous, c'est ce qu'on veut. Le seul problème, c'est que quand on fait ça, sous Jupyter, le code, il n'est pas caché, il reste visible de tous. Et donc, un développeur, ça ne le gêne pas trop. Si vous allez présenter ça à un mec du business, il va dire ouais, c'est quoi les lignes bizarres, là, les codes, les if-else. Ça va pas trop lui parler et ça va plutôt le perturber qu'autre chose. Ensuite, sur Jupyter, de base, il n'y a pas de sécurité. Vous installez votre Jupyter et tout le monde peut avoir accès à vos résultats. Bon, là, on fait des ventes, c'est cool. La compta peut avoir le résultat des ventes. N'importe qui dans l'entreprise qui a accès à votre notebook Jupyter peut avoir les résultats. Ça peut être problématique. Ensuite, le second problème, c'est que nous, on regarde les résultats une fois par jour, ça va. On peut se contenter de rafraîchir le kernel à la main une fois par jour. C'est un peu chiant, mais on peut le faire. Mais on aimerait mieux quand même s'il se rafraîchit automatiquement. Et en fait, si au business, on dit vous n'avez pas un bouton appuyé, c'est automatiquement rafraîchi pour vous. Alors, il y a des solutions qui existent avec Jupyter, on peut le faire, hein, comme pour la sécurité. On peut rajouter des trucs en plus, mais c'est toujours des trucs qu'il faut rajouter et qu'il faut manager derrière. Et on a une chance sur deux pour que ça se passe mal, que ça ne marche pas, que ce soit pas compatible. Bref, c'est pas l'idéal. En plus de ça, l'inconvénient de Jupyter, c'est que vous le lancez et les ressources ne vont pas être libérées automatiquement, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir votre démon qui tourne en arrière-plan. Donc si vous avez lancé un job Spark de machine learning qui prend la moitié de la prod, pendant toute la journée, il y a la moitié de la prod qui va être occupée pour un truc qui ne sert plus à rien. Et nous, ce qu'on voudrait bien, c'est les tuer à chaque fois. Donc on dit aux data scientists de penser à tuer leur notebook régulièrement pour faire de la place sur la prod, mais
Bah, ils sont humains, ils n'y pensent pas toujours. Et si vous dites ça à quelqu'un de business, c'est encore pire, lui, il n'y pensera jamais. Donc voilà, Jupyter, bon, c'était en V1, c'était pour commencer, ça l'a fait, mais c'est pas top. Dans ce cas-là, pourquoi pas aller voir des outils de monitoring classiques de type Kibana? Bah oui, pourquoi pas. Kibana, ça vient avec la suite ELK. C'est pour faire du monitoring temps réel. Donc là, on pourra avoir un rafraîchissement à la seconde. Nous, ce qu'on veut, c'est juste une fois par jour. Donc bon, c'est un peu too much quand même. En plus de ça, bah, il faut installer toute la stack. Il va falloir installer un Elasticsearch pour stocker les résultats de nos données. Il va falloir faire des connecteurs Logstash pour récupérer ce qu'il y a dans du HDFS, ce qu'il y a dans du Cassandra et les résultats de nos modèles pour envoyer tout ça au même endroit, pour ensuite, avec notre Kibana, faire un joli dashboard. C'est tout à fait possible de faire comme ça. Sauf que bah, ça fait déjà beaucoup de choses à installer et à monitorer derrière. En plus, c'est pas super flexible. Là, on est encore en développement, donc notre modèle de machine learning n'est pas terminé et notre projet est amené à évoluer. Donc pour l'instant, on suit juste une seule métrique, mais peut-être qu'on va se dire que, en fait, on n'avait pas pris la bonne métrique. C'était plutôt autre chose qu'il faudrait regarder. En fait, ce serait bien si on regardait ça en même temps. Et tout ça sont autre choses qui vont arriver au fur et à mesure du projet. Donc on aimerait bien avoir un minimum de flexibilité et pas perdre 2-3 jours de dev à chaque fois qu'on veut rajouter un dashboard. Donc la solution magique, c'est Zeppelin. Alors moi, je suis un grand fan de Zeppelin et j'ai tendance à le mettre sur tous les projets auxquels j'arrive. Et donc mon objectif, c'est qu'à la fin de ce talk, toutes les personnes ici mettent aussi Zeppelin sur leur projet. Comme ça, déjà, je vais me sentir un peu moins seul parce que pour l'instant, quand j'arrive, c'est plutôt Jupyter, Jupyter, Jupyter. Et donc voilà, je vais essayer de vous convaincre. Alors Zeppelin, qu'est-ce que c'est ? C'est des notebooks, donc ça va plutôt être dans le style de Jupyter pour le coup, sauf que c'est un outil qui a été vraiment pensé pour le big data. On y reviendra après. Bon alors malheureusement, j'ai envie de dire, c'est écrit en Java. Moi j'aurais préféré que ce soit écrit en Scala, mais au moins c'est pas du Python, c'est déjà bien. Ça a été fait par les ingénieurs de Hortonworks. Donc c'est vraiment un outil qui a été conçu par des gens qui font du big data. Et en plus, ça a le bon goût de venir nativement avec les distributions Hortonworks. C'est-à-dire que si vous avez une Hortonworks d'installer, vous pouvez demander une install de Zeppelin sur votre cluster. Normalement, ça ne devrait pas trop gueuler au niveau de la prod puisque c'est juste un bouton appuyé pour le déployer. Ça, après, à vous de voir. Et comme je le disais, c'est surtout fait pour le big data. Ce qui fait la force de Zeppelin et ce qui fait qu'il est conçu pour le big data, c'est tous les interpréteurs qui vont avec. C'est-à-dire que sur Zeppelin, vous allez pouvoir faire du Spark, bien sûr, mais vous allez pouvoir aussi vous connecter à n'importe quelle base de données qui existe actuellement. Donc vous allez pouvoir faire du Cassandra, vous allez pouvoir faire du PostgreSQL, vous allez pouvoir faire du HBase aussi. Bref, vous pouvez vous connecter à absolument tout ce qui existe dans l'écosystème Big Data. Et la bonne nouvelle, c'est que si jamais vous avez réussi à trouver quelque chose qui n'avait pas d'interpréteur Zeppelin, vous pouvez même enrichir Zeppelin et le coder votre propre interpréteur. Voilà. En plus de ça, ça vient avec des interpréteurs, on va dire, plutôt standards, qui vont vous permettre de faire du shell. Alors ça, c'est assez drôle, le shell sur Zeppelin. Et aussi pourra faire du markdown. Donc là, c'est plutôt quand on va vouloir écrire du texte un peu formaté pour rendre un peu plus joli notre notebook de monitoring. Et aussi, ce qu'on peut faire aussi, ce qui est vachement puissant, c'est on peut avoir des cellules Angular dessus. Et quand on fait de l'Angular, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser Zeppelin pour servir en fait de l'Angular, et avec l'Angular, on peut absolument tout faire. Donc on va pouvoir aller très très loin pour faire des applications, enfin des dashboards plutôt interactifs. Bon après, est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller aussi loin avec Zeppelin? Je pense pas. Je pense qu'il faut plutôt se limiter à la base et plutôt basculer sur une application quand on voit qu'on commence à mettre un peu trop d'Angular dans nos notebooks. Donc les interpréteurs de Zeppelin, je vous ai présenté. Maintenant, c'est quoi un interpréteur dans Zeppelin? Quelles sont ses caractéristiques? Déjà, il y a l'auto-shutdown. Et ça, c'est vraiment bien. Puisque vous n'avez pas à vous rappeler qu'il faut éteindre votre notebook. Automatiquement, dès qu'il voit que vous ne faites plus rien avec, il va arrêter votre interpréteur Spark et les ressources vont être libérées. Déjà, ça limite pas mal de conflits. Après, les interpréteurs, donc là on parle surtout pour l'interpréteur Spark, il peut être en différents modes, il peut être en mode partagé ou en mode isolé. Le mode partagé, c'est un mode extrêmement drôle que je vous conseille de tester, c'est-à-dire que tous
les notebooks partagent la même session de Spark. Et ça, c'est très drôle. Pourquoi? Parce que vous donnez un zeppelin à vos data scientists et en fait, ils vont tous partager le Spark. Et comme ils ont tous la bonne idée d'appeler leur jeu de données DF ou data, ils vont s'entre-écraser les uns les autres leurs données. Et donc, au bout d'un moment, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, mais ce n'est pas mes données, c'est les données de quelqu'un d'autre. Donc, c'est absolument génial. Au moins, comme ça, ils apprendront à donner des noms différents que DF ou data à leur data frame. Donc ça, c'est pour les interpréteurs. Après, vous avez le mode isolé. Bah là, ils sont isolés les uns des autres et chaque notebook a sa propre session, donc c'est plutôt cool. En plus, ces interpréteurs, vous pouvez en configurer différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 interpréteurs Spark, et ce qui va changer, c'est la configuration. Par exemple, vous allez avoir des bibliothèques différentes qui vont être chargées pour un Spark. Un Spark qui va être spécial, je sais pas, deep learning, on va dire, c'est à la mode en ce moment. Ou un Spark qui va être plutôt, genre là, ce qu'on voit sur l'image, j'ai fait un Spark Big, qui est le Spark qui prend la moitié de la prod, et à côté, il y a un Spark plutôt normal, qui va plutôt prendre genre 1% de mes ressources. Ouais, voilà. Donc ça, c'était pour la partie interpréteur. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est, on va parler un peu du dashboarding. En quoi Zeppelin peut être un bon outil pour faire du dashboarding? Bah, déjà, on peut mixer les langages. Je n'ai pas un interpréteur qui va être cantonné à faire uniquement du Python avec des incursions de Markdown dedans. Je vais pouvoir mélanger, faire une requête à une base de données en JDBC, après faire une analyse avec Spark, et enfin, pourquoi pas, interroger une base Cassandra. Tout ça dans la même visualisation, dans le même dashboard. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ma requête par exemple dans une base Cassandra, je vais pouvoir facilement faire des graphes. Nativement dans Zeppelin, dès que vous avez quelque chose qui est formaté comme un tableau, il va y avoir ce menu qui va se présenter devant vous et vous allez pouvoir dire quel type de visualisation vous voulez. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas choisir vos visualisations, je vous invite à revenir me voir pour Code as a Passion juste après, où je vous expliquerai comment bien choisir votre visualisation. Donc de base, vous avez la visualisation donc, table, mais vous pouvez aussi faire des barres, des lines. Alors c'est un peu chiant, les visualisations de base, elles sont toutes bleues en Zeppelin, et régulièrement on se plaint parce qu'on vient de me dire « ouais mais c'est chiant, on ne peut pas changer les couleurs ». Alors c'est possible de changer les couleurs puisque vous pouvez étendre aussi vos visualisations. Si jamais vous voulez faire un boxplot, ce qui n'est pas dans la livre, vous pouvez créer votre outil pour faire des boxplots et avoir le même rendu. Donc là c'est cool, vous avez des jolis graphes, mais vous avez toujours le code. Et ben pour cacher le code, il y a un petit bouton qui est en haut à gauche. Vous changez votre mode. Au lieu d'être en mode par défaut, qui est le mode avec le code, vous passez en mode rapport. Et là, magiquement, tout le code disparaît. Il ne vous reste plus que le markdown et les jolis graphes. Et là, c'est magique puisque vous pouvez présenter ça à un business. Lui, ce qu'il va voir, c'est juste les graphes. Il va être super content. Maintenant, on voudrait un peu plus d'interaction quand même avec notre notebook. Parce qu'on a des graphes, mais on pourrait se dire, bah voilà, on présente toutes les années, mais peut-être qu'on veut à un certain moment filtrer sur certains paramètres. Là encore, avec Zeppelin, il est possible de définir des marqueurs pour dire que certains trucs sont paramétrables. Et donc au choix, on peut faire des select box ou faire un forme libre sur lequel les gens vont pouvoir utiliser. Alors ça ne marche pas avec tous les interpréteurs, ça marche surtout avec l'interpréteur Spark. Donc là, c'est cool. J'ai mon notebook, j'ai mes jolis graphes. Maintenant, pour le traiter tous les jours. Pour le traiter tous les jours, simplement, on a un bouton avec une grosse horloge dessus, on clique dessus et on va pouvoir définir une expression cron. Et si vous ne connaissez pas cron, il y a même des raccourcis pour créer votre propre, pour renseigner l'expression à votre place. Et on a le petit bouton qu'il ne faut surtout pas obliger de cocher ici pour dire arrêter l'interpréteur après l'exécution. Car oui, il va l'arrêter si on ne fait plus rien dedans, mais s'il l'arrête au bout d'une heure, c'est pas top. On voudrait qu'il l'arrête automatiquement dès qu'il a fini d'exécuter tout le notebook, autant qu'il s'arrête. Donc on n'oublie pas de cocher cette case-là. Donc là, maintenant, on a un notebook qui est joli et qui, en plus, est rafraîchi automatiquement à une certaine période. Donc dans notre cas, on avait mis tous les jours, tous les matins, à 6 h du matin avant qu'on arrive. Oui, parce qu'on arrive après 6 h quand même. Donc ça, c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que vos notebooks, vous allez vouloir les déployer en production. Et là, pour déployer des notebooks en production, on peut faire du copier-coller à la main. Pourquoi pas?
mais pas sur Zeppelin. Sur Zeppelin, on peut aussi faire du copier-coller à la main, mais ce qui est encore mieux, c'est d'utiliser l'API REST. Avec l'API REST, vous allez pouvoir prendre votre notebook et l'envoyer sous forme de JSON à une API REST et automatiquement votre notebook va être créé. Et là, ça devient puissant puisqu'en fait, vous allez pouvoir automatiser le déploiement de vos notebooks. Donc vous allez pouvoir coder vos notebooks dans un environnement de développement ou de pré-production, et une fois que c'est fait, vous allez simplement les committer sur un repo GitHub, et après, avec votre outil de CI/CD classique, vous allez déployer ces notebooks en utilisant l'API REST, ce qui est quand même beaucoup plus classe que de faire des copier-coller à la main. Et dernier truc, puisque là, on a tout déployé, on est content, mais après, ce qu'on aimerait bien, c'est la sécurité. Bah oui, ce serait dommage que des gens mal intentionnés accèdent à nos notebooks, voient les infos et après les diffusent à on ne sait pas qui. Et sur Zeppelin, c'est pareil, ça vient nativement avec la sécurité, donc nativement elle est désactivée, mais vous pouvez l'activer. Et si vous l'activez, vous allez pouvoir définir des autorisations sur vos notebooks. Donc certaines personnes vont pouvoir accéder simplement en lecture à vos notebooks pour voir la lecture seule, donc voir juste les dashboards, et vous allez pouvoir avoir des utilisateurs qui vont pouvoir modifier ces notebooks pour les enrichir, et ainsi de suite. Ensuite, en plus de ça, vous allez pouvoir manager les credentials des utilisateurs, puisque rappelez-vous, j'ai dit on peut se connecter directement à un JDBC. Mais par contre, cette connexion JDBC va être différente pour chaque utilisateur, puisque forcément, vous avez mis des droits différents sur les tables aux utilisateurs. Et plutôt que d'avoir des comptes de développement ou de production, vous pouvez garder les comptes utilisateurs avec leurs droits, et simplement chaque utilisateur va renseigner ses credentials pour chaque base de données, et comme ça, les interpréteurs, toujours là, c'est les interpréteurs compatibles, vont utiliser ces credentials-là pour s'authentifier vis-à-vis de votre base de données. Donc ça reste sécurisé. Voilà. Donc résultat, j'ai mon notebook, il est joli, il est chroné, il se rafraîchit automatiquement à intervalles réguliers, et que seulement les personnes autorisées peuvent le voir. Et j'en ai fini. Merci Romain. Avez-vous des questions pour Romain? Oui. Ouais, merci pour le talk. Comment on sépare du coup la configuration du notebook, puisqu'il y a forcément de la configuration pour accéder à des environnements spécifiques aux tests, intégration, production. Et après, je veux le déployer en production. Et dans le JSON que j'extrais, il y a des données de configuration. Comment il sépare tout ce qui est conf à tout ce qui est logique de rendu? Ça, pour l'instant, il n'y a pas de solution pour séparer ça. Donc, soit vous avez des environnements qui sont effectivement ISO et il n'y a pas besoin. Le seul truc qu'il peut y avoir, c'est si vous avez des credentials, vous pouvez utiliser ça pour les renseigner par utilisateur ou par configuration. Mais sinon, il n'y a pas de recette magique qui ne va pas détecter, qu'il est automatiquement. Ça, c'est à vous de. Si vous êtes en Spark, vous pouvez coder certaines choses pour détecter votre environnement. Mais sinon, c'est. Ou alors, il faut passer par des fichiers de conf que vous allez lire quelque part, comme on fait classiquement sur du logiciel. Quand tu dis que l'interpréteur s'arrête comparé à Jupyter, ça veut dire que Zeppelin va faire tous ses calculs et derrière stopper la machine, mais on aura encore accès aux résultats? Alors, on a toujours accès aux résultats et il ne stoppe pas la machine immédiatement. Il y a un délai qui est réglable, qui peut dire, par exemple, au bout de 10 minutes, si tu vois qu'il n'y a pas eu de nouvel envoi de demande de calcul, tu peux arrêter l'interpréteur. Par contre, ça veut dire que quand il va reprendre, forcément, il aura oublié toutes les cellules qui ont été exécutées avant. Donc, il faudra réexécuter tout le notebook pour les récupérer. Par contre, une fois qu'il a fait ses calculs et que l'interpréteur a fini, on peut encore explorer les données qu'il a calculées de il n'y a manière pas un de peu souci dynamique. sur ça. Oui. Et donc, dernière question. Ouais, j'avais regardé Zeppelin il n'y a pas très longtemps et j'avais vu qu'il y avait une communauté pour créer des plugins, mais je ne sais pas si elle est très active, la communauté. Moi, de ce que j'ai vu, j'ai réussi à trouver tout ce que j'avais envie dessus. Après, créer un interpréteur, c'est super facile.
Et pour tout ce qui va être rendu visuel et JavaScript, ça a l'air super simple aussi. Je ne l'ai pas fait personnellement, j'ai vu comment le faire et ça ne m'a pas paniqué plus que ça. Donc même si la communauté n'est pas super active, enfin aussi active que pourrait l'être celle de Jupyter, je pense que c'est relativement facile pour un dev de prendre la main dessus et coder son propre truc. Merci Romain, merci à tous.